Allez, on est parti, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonjour. Existe-t-il une contre-indication ou recommandation de précaution à l'administration de Concerta LP 18 mg dans le cas clinique suivant? Patiente TSA, SDI, c'est quoi SDI? J'étais en train de me poser comme question. Syndrome de dissociation identité, je sais pas du tout. SDI, suspicion trouble bipolaire et suspicion TDAH. Je sais pas ce que c'est, STI. Bon. Traité depuis 2 ans par Lamictal 200 mg, Tertian 25 mg, Séroplex 10 mg, Slénito 8 mg, Xanax 0,5 mg en SB. Alors, ouais, il y a des précautions. Il y a des précautions majeures à faire là. Alors, attends. Hop. Parce que s'il y a une suspicion de trouble bipolaire et que il y a du Séroplex, donc de l'escitalopram, euh, qui est un antidépresseur monoaminergique qui peut faire vriller. Et la seule benzo qu'il y a, c'est du Xanax qui est aussi sérotoninergique. Donc Xanax 0,5 SB, je sais pas trop ce que ça veut dire, moi. Est-ce que c'est pris tous les jours? Est-ce que c'est 5 SB par jour? Est-ce que c'est un tous les mois? Je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que là, sur le plan d'empêcher les phases hautes ou mixtes, ça va être chaud, hein. Donc moi, il y a des précautions majeures si vous mettez du méthylphénidate chez quelqu'un qui a du séroplex, qui a une diathèse bipolaire et qui a que de la lamotrigine pour empêcher les phases hautes ou mixtes parce que ça marche pas terrible dans cette indication-là. Voilà, je ferais super gaffe. Alors il y a ma femme qui va faire regarder ce que ça veut dire SDI. Mais sans déficience intellectuelle, Je crois que peut-être? c'est ça. Ah, bah, c'est peut-être ça. Ok. Bon, voilà. Donc, faut faire gaffe de ouf, là, sur ce terrain. Moi, j'irai petit à petit. Alors, sur le Concerta, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut commencer avec du Concerta? Parce que c'est quand même 15 mg de méthylphénidate direct. Est-ce qu'il faut pas mettre du Medikinet 5 mg? Est-ce que c'est mieux de mettre une dose un peu plus élevée avec du Quasim qui a plus de LP que le Medikinet, mais qui a 10 mg? Il y a pas mal de questions à poser là, mais enfin oui, là, il faut faire gaffe, hein. Vraiment, il faut faire gaffe. Slénito 8 mg, c'est qu'il y a des troubles du sommeil. Donc le Concerta, faudra faire gaffe à ce que ça aille pas trop loin dans la journée. Enfin, faut faire attention. Je pense que le plus inquiétant là, c'est le tertian 25 mg qui traîne Mm. dans toute l'ordo, moi, mais je je l'aime pas celui-là. Oui. Je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Bonjour, docteur Sikora et docteur Beaupertu. Eh ben bonjour. Je Bonjour. suis interne socle en psychiatrie et je commence à prescrire du lithium. Eh ben c'est bien. Bravo. C'est bien. J'ai une question concernant le suivi thérapeutique médicamenteux du lithium LP prise unique le soir. Voici la situation. Ah, on fait de la médecine là. L'ensemble des articles que j'ai pu trouver concernant l'index thérapeutique du lithium sont basés sur la forme Li, que ce soit la forme carbonate, citrate, etc. Oui, parce que la forme carbonate, c'est un peu toujours pareil, c'est un peu plus long quand on regarde l'absorption, mais l'élimination est la même, à savoir la demi-vie terminale est la même. Et donc là, on parle de la demi-vie une fois que la distribution s'est faite. Tu parles de la forme LI. LI et LP, c'est la même chose. La demi-vie terminale Donc est tu la parles même. de la forme T'as dit la forme carbonate. Bah, la forme carbonate LP, ouais. Ah, d'accord. Et après, le reste, LI, enfin LP, LI, ça change que dalle, en vrai. Il y a une diminu, il y a la courbe est identique, elle est juste décalée un petit peu vers la droite. Mais sinon, c'est kiff-kiff bourricot. Ah, c'est cool. Et quand ils mettent schéma de prise en 2 fois par jour ou plus, eh ben, c'est toujours en une prise par jour. Il y a dans des... Mais ce qu'elle dit, c'est que les articles qu'elle Ouais, a trouvés, c'est et en dans deux les, prises. dans les paplards, ils mettent 2 fois par jour. Il y a des références de consensus plus récentes qui ont dit que c'est une fois par jour de toute façon. Et les lithémies changent pas énormément. Donc, je finis de lire la question et ce sera plus simple. La prise, donc, dans les études que monsieur ou madame Lille à l'interne, eh ben, le schéma, il est en 2 fois par jour ou plus. Donc, c'est complètement zinzin. La prise de sang le matin H12 est donc basée sur la sémine réelle du lithium. Bah non, si c'est Oui, en deux prises, bah du ça coup. dépend, non, ça dépend.
Bon, bref, il me semble donc que la lithémie matinale d'une patiente traitée par lithium LP prise unique le soir correspond à une C intermédiaire. Oui, je réponds après. On ne peut donc pas se baser sur l'index thérapeutique défini sur une sémine, à moins de spéculer quant à la sémine réelle. Ok, parce que là, en gros, il est en train de dire si jamais on le prend en une prise pour faire la sémine, on va le faire à 24 heures. Oui. Ok. J'en viens à penser que pour pouvoir utiliser l'index thérapeutique de la littérature, il faut 2 prises par jour ou un dosage à H plus 24. C'est-à-dire qu'il me semble, bon là, il se complique un petit peu la vie, notre interne. Il faut pas se faire chier. C'est pas compliqué. Les lithémies, c'est avec du lithium LP ou Li, 12 heures après la prise, par convention. C'est une convention. On cherche pas à avoir le niveau le plus faible, comme quand on est en train de donner un antibiotique pour s'assurer que la concentration minimale est quand même la concentration qui permet une pénétration tissulaire, etc. On s'en branle. Il faut, par convention, on dit que les gens à ce niveau-là, à ce temps-là, à 12 heures après, ils doivent être dans telle fourchette. Et c'est tout. Que ce soit en forme LP ou en forme Li, et c'est en une prise par jour, de toute façon. Je suis un peu étonnée que tu aies trouvé que des trucs Ouais, je suis un peu étonné, moi. C'est vrai que j'ai un peu sur des... du LI Alors, plusieurs prises par jour. Je suis en train de regarder là, sur quand tu es PubMed. interne, il n'y a pas besoin de regarder sur PubMed. Tu es interne, tu mets de côté, tu fais une garde, tu claques pas tout le lendemain parce que tu es à moitié hypomane. Tu fais une garde et puis tu gardes ton argent et tu vas sur Amazon ou n'importe quel libraire en ligne de ton choix et tu tapes Meilleur et Stahl et il y a le Lithium Handbook qui est Oui, sorti. ça, oui. 50 balles, tu le lis et hop, tu as gagné un niveau en... Allez, ça se lit quoi? Ça se lit sur la plage. Et paf, c'est fini. Donc la question en fait là, est-ce que vous avez un avis sur la pertinence scientifique d'une prise de sang à H12, une prise unique de lithium le soir? Avez-vous un avis quant à la prise lithium LP x2 par jour plutôt que LI x2 par jour? Et quelle est votre pratique? Alors, c'est jamais 2 fois par jour, c'est jamais, 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 jamais. Le risque de dégâts rénal augmente, le risque de polyurie augmente de 20%, ça n'est jamais le cas. Alors, c'est le cas quand les gens je sais pas moi, ont des problématiques avec le pic et que du coup, en fait, ils ont trop de nausées, alors on essaie de répartir un peu, etc. Mais pour commencer, c'est 1 fois par jour. C'est rarement aussi clair que ça. C'est 1 fois par jour, 12 heures après, qu'on soit en LP ou en LI, on s'emmerde pas. Les, euh, les courbes de pharmacocinétique peuvent être vues. Effectivement, la majorité de la littérature se fait avec du lithium, libération immédiate, parce que ça change pas grand-chose. Bonjour, j'ai écouté en différé votre vidéo hier. Vous avez eu l'air de dire que l'amygdale avait peu d'efficacité. Ai-je mal interprété? Je pense que je suis traité pour rien avec un traitement qui ne servira à rien. Cela justifierait mon sentiment de 100 mg. Alors là, faut pas se faire avoir. Moi, je vous donne les infos. Si on prend tous les patients et qu'on fait une méta-analyse et qu'on mélange tous les patients qui ont eu de la lamotrigine dans la dépression bipolaire et qu'on regarde quelle différence il y a eu avec le placebo, on a pris des patients graves, des patients pas graves, des patients qui avaient autre chose. On a fait une méta-analyse toute dégueu, on a fait un check et on ressort de ça un effet de taille faible. Ça ne veut dire que ça. Ça ne veut dire que ça. Ça veut pas dire que la lamotrigine marche moyennement. Ça veut pas dire qu'elle marche pas, qu'elle marche bien. C'est-à-dire que si tu fais une méta-analyse et que tu regroupes les études et tu regardes l'effet de taille par rapport au placebo, par définition, eh ben, il y a un effet de taille qui est de 0,18. Si vous regardez les méta-analyses et que vous supprimez les patients qui n'étaient pas très très graves, la lamotrigine marche beaucoup mieux. Et donc en fait là, et c'est pareil dans toutes les études, c'est des données qui sont des moyennes, qui sont faites parfois au sacrifice d'informations qu'on aurait aimé avoir. Par exemple, est-ce que la gravité de la dépression est un facteur modérateur plus important avec la lamotrigine qu'une autre molécule? Parce que tous les traitements psychiatriques marchent mieux quand les gens sont plus graves parce que le placebo marche moins bien. Tous. Est-ce que sur la lamotrigine, c'est pire ou pas? On aurait aimé le savoir. Et en fait, quand vous faites des méta-analyses, vous perdez plein d'infos. Donc là, moi, je dis juste ça. Ça ne veut pas dire que le psychiatre vous file n'importe quoi. Il y a des études sur la dépression résistante ou la lamotrigine
est tout à fait pertinente d'être essayée. Et donc, enfin, voilà, ça se tente. Moi, j'en prescris, hein, ça se tente. Ce que je veux dire, c'est qu'il il y a un juste milieu à trouver entre si la lamotrigine ne marche pas, je laisse tomber, ça ne marchera jamais. Et parce que ça, c'est un extrême. Et se dire que la lamotrigine ne sert à rien, parce que c'est un autre extrême. Et chaque patient doit trouver où il en est avec cette molécule, parce que bah, c'est souvent essayé. Et là, c'est sur la lamotrigine en monothérapie. Quand vous faites lamotrigine plus lithium ou lamotrigine plus kétiapine, et ben, ça marche mieux en moyenne que si vous aviez pris que de la kétiapine ou de lithium sur la phase dépressive. Donc voilà, enfin, faut faire gaffe, hein. Nous, on simplifie. Du coup, c'est faux. Les psychiatres, ils écoutent pas les psychiatres, en moyenne, ils écoutent pas ce qu'on fait sur YouTube parce que c'est beaucoup trop simplifié, hein. C'est honnêtement inutilisable, hein. Quand t'es psychiatre, là, ça te sert pas beaucoup, hein, je pense. Euh, le psychiatre souhaite augmenter parce que lors du dernier rendez-vous, j'étais pleureuse. Je ne l'ai pas fait car j'ai la sensation que je devrais supporter d'aller mal comme tout le monde par phase. Je précise que je n'ai jamais été hospitalisé. Bah là, moi, je connais pas votre diagnostic, mais moi, quand je vais mal, honnêtement, c'est qu'il m'arrive une merde, tu vois. Genre, mon fils, on sait pas s'il bouffe assez, je sais pas ce que c'est que ce bordel-là, bah, je suis pas bien. Mais je suis pas bien, du coup, je crois que j'avais dit à ma femme, bon, bah attends, là, c'est pas possible, c'est quoi ce bordel, on va aller faire ci, ça, machin, un truc plus. Enfin, je m'étais un peu alarmé, mais, et du coup, après, j'étais mieux. Mais je veux dire, quand je suis mal, ça me sert. Les fois où je suis mal sans raison, de façon durable, Mmh. bah, c'est qu'il y a une merdouille avec mon médoc, tu vois, donc, dernièrement. Donc voilà, les gens qui vont mal de façon cyclique, bah, c'est tout le monde ne fait pas ça, hein. Je suis désolé. Non. Tout le monde ne fait pas ça. Donc, je ne sais pas si le fait de pleurer est une raison suffisante pour augmenter le traitement, ce qui est, j'imagine que le psychiatre a simplifié l'arbre décisionnel. Parce que moi, si je commence à demander, à proposer aux gens pourquoi est-ce qu'on fait ci, on fait ça comme médoc, c'est bien, mais ça fait des consultes de 1 heure et demie. Faut faire attention parce que je crois qu'il y a eu quand même une explosion, des troubles psy, légers en tout cas sur les dernières années, notamment des troubles de l'humeur entre autres et moi j'ai le sentiment quand même dans mes patients que, les troubles de l'humeur ont tendance à se rassembler entre eux, donc si dans votre entourage, il y en a plein, qui ont aussi, des hauts, des bas comme ça, c'est peut-être, qu'ils ont aussi un problème et c'est pas parce qu'eux prennent pas un traitement qu'il faut faire pareil ou qu'ils sont plus forts ou quoi que ce soit, hein, ça a rien à voir. Je sais pas ce que tu en penses? Ah ouais, moi, franchement, j'ai dépassé ce stade, moi, je m'en branle. Si Non, un, mais toi, tu t'en si branles un pas. traitement peut m'aider, Parce qu'elle dit, «Je j'ai ouais, l'impression c'est que je ça. dois faire comme tout le Ouais, monde», bah ouais, mais non, moi, maintenant, moi, je cherche à mais être bien. c'est pas tout le monde, Je hein. cherche à être bien, que les autres soient tels comme ça, je m'en fous. Si jamais il y a une chance sur 10 ou une chance sur 20 ou 30 qu'un traitement fasse que je sois bien, je m'en fous. Je suis bipo, je suis pas bipo, machin. Mmh. Enfin, je le prends, il n'y a pas de. Je teste. Donc, ce qui est sûr, c'est que la lamotrigine, soit on est nickel à 200 milligrammes, on est nickel, ça. J'ai des patients, ils sont nickel, hein, Oui, franchement, ça oui. arrive, ils s'assoient même pas. J'ai bien écouté, ça me fait chier de vous voir, mais j'ai Mmh mis à foutre. Soit on n'est pas nickel, et bon, on essaye d'augmenter, hein. Soit on a, Ou soit- on essaie autre chose. on met autre chose, mais 200 Plus. milligrammes, ça a été décidé de façon un peu arbitraire, donc c'est jamais déconnant d'essayer, sauf si j'ai des effets Oui. secondaires. Mais 200 milligrammes, enfin voilà, la dose, ça va de 50 à 500, Mmh. et puis c'est tout. Donc en fait, c'est très large, donc faut pas hésiter à augmenter, surtout avec la lamotrigine. Vous auriez dit, écoutez, j'ai 15 Mmh. milligrammes d'aldol, le psychiatre aimerait augmenter, vous en pensez quoi? C'est un peu chaud. Mais là, bah, faut tester, hein. Moi, j'ai un patient bipolaire en rémission sous 300 et sous 300 de lamotrigine et Mais luminothérapie, hein. oui, mais moi j'ai 400, j'ai Mmh, 450. c'est pas c'est Ça, et vous misez les ça, moyennes, ça hein. Les marche, données, hein. les données sur le Vidal, c'est pico-panco, hein. Donc, même dans le Mosley, je crois, ils mettent jusqu'à 500. Alors, alternative au Risperdal pour moins d'effets symptômes négatifs chez ado 14 ans après BD. J'imagine que c'est bouffée délirante. Ah, je l'aime pas, celui-là, je l'aime pas non plus, celui-là. Que pensez-vous du tertian? Je pense que c'est un désastre. Je pense que c'est un désastre. Je pense que le Risperdal, faut le doser pour voir quelle dose on a dans le sang, parce que en moyenne, pour l'efficacité, les dosages plasmatiques sont pas forcément très utiles, mais ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est impossible de prescrire des dopamines bloquants sans connaître les bases sur les dosages plasmatiques, honnêtement. Et il y a des patients qui sont en symptômes négatifs, mais en fait, ils en ont plein la caboche.
de dopamine bloquant. Donc moi, j'aurais déjà fait les petits dosages. J'aurais regardé s'il n'y a pas une diathèse de troubles de l'humeur parce que les patients bipolaires, ils se dépriment beaucoup plus facilement sous risperidone et sous haloperidol. Voilà, c'est comme ça, à chose, on n'a pas plus d'infos. Mais le tarsan, c'est une phénothiazine. Il n'y a rien de particulièrement différent avec le tertian, si ce n'est que la prise de poids peut être encore plus spectaculaire qu'avec la risperidone. Donc moi, j'aurais essayé avant tout ça, je sais pas moi, de la répiprazole ou de la bisulpride ou plein d'autres trucs, hein. Mais le tertian, enfin, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Bonjour. Enfin, moi, le tertian, franchement, le tertian, en gros, soit il y a des problématiques thymiques et je prescris de la quétiapine, parce que vraiment, si c'est pour mettre un dopamine bloquant, éventuellement sur un truc qui fait l'humeur, soit c'est purement de la psychiatrie psychotique, schizophrénie, là. Et je sais pas si je fais pas enfin, je fais plein de trucs avant, quoi. C'est comme du Largactil, donc c'est pas que ça sert à rien, mais les effets secondaires sont considérables, quoi. Enfin, le monde entier a dit, bah allez, on laisse tomber les D2 bloquants classiques, entre guillemets, et en France, on traîne toujours le tertian. Enfin, je suis pas fan du tout de ça, moi. C'est pas une deuxième intention du tout, quoi. Bonjour, je suis médecin non psychiatre. Ma fille âgée de 30 ans est atteinte de troubles bipolaires type 2 depuis environ 15 ans, avec un état dépressif hivernal depuis le lycée. Bah oui, c'est ça, hein, ça ressemble à ça. Diagnostic de bipolarité a été posé il y a 3 ans, donc il y a 12 ans de retard, ça se tient. Elle ne répond pas à la psychothérapie. Ouais, moi ça, je suis assez d'accord, hein. Je suis pas convaincu que ça suffise du tout. Elle a reçu de la quétiapine avec des effets secondaires importants et une sédation majeure. Ouais, hein, c'est un NH de 4. Donc, il y a un patient sur 4 qui va être sédaté. Donc, ça dépend de on met le cut-off, mais ça peut défoncer, hein. Après un avis du centre de référence, elle a reçu du lithium qu'elle a arrêté à 2 reprises. Elle est actuellement en errance thérapeutique sans prise en charge médicale ni médicamenteuse. À votre avis, quel pourrait être un traitement médicamenteux dans cette forme relativement résistante, les conséquences de sa maladie sur son mode de vie et sa qualité de vie sont redoutables? Ben, moi, franchement, avec la Ketia, déjà, j'aurais regardé si la kétiapine a été donnée écrasée ou pas. Si elle n'a pas été écrasée ou croquée, la kétiapine, c'est une sédation qui, à mon avis, est insupportable pour la majorité des patients atteints de troubles de l'humeur. On est le seul pays au monde qui n'a que la forme LP et on l'a parce que c'était financièrement intéressant pour le labo de nous refiler la forme LP parce que la forme LI était arrivée à court de brevets, et c'est tout. Mais il n'y a aucune raison de filer de la. Ah, il y a des raisons, mais dans ce cas-là, il y a aucune raison de filer de la forme LP de la kétiapine. Donc moi, déjà, j'aurais regardé si elle n'était pas défoncée tout simplement parce qu'elle avait de la forme LP. Il y a la question de combien de temps elle a pris. Il y a des cerveaux qui tolèrent très vite la sédation de la kétiapine. Il y a des cerveaux qui ne tolèrent pas du tout et qui mettent des mois à s'en mettre. Moi, j'ai mis des mois, voire plus, hein. Voire il a fallu ma T4 que je tolère. Et à la question de à quel point ça l'a toléré, est-ce que c'est suffisamment léger pour attendre un peu, voir si ça passe? Parce qu'il y a des gens qui disent je suis sédaté, c'est insupportable, ça dure 1 heure. Voilà, moi, franchement, si c'était moi, je m'accrocherais parce que moi, ma kétiapine, moi, enfin, je veux dire, j'ai sorti la tête de la merde quand j'ai pris de la kétiapine. C'est la kétiapine qui a fait. Mais c'est très clair. Et puis d'ailleurs, quand je la diminue, je remets la tête dedans. Et j'ai été défoncé. Il a une vraie déficience en kétiapine. Déficience en kétiapine. Et j'ai été défoncé. Mais genre, j'étais défoncé, mais genre, je sais pas, ouais, je dormais 16 heures par jour. Enfin, je pensais qu'à ça, quoi. Mais vu que ça allait mieux, j'ai insisté. Ça m'a peut-être sauvé la vie, honnêtement. Donc, je regardais à quel point ça l'a sédaté. Est-ce que c'était de la forme croquée ou pas? Est-ce que c'était un petit peu efficace ou pas et sur quels symptômes? Après, il y a des gens sous kétiapine, ils font des cauchemars où ça marche pas, où la sédation est telle que de toute façon, il faudrait 2 ans pour qu'ils soient tolérants, ou alors ça donne trop faim. Enfin, voilà, la kétiapine, c'est un premier pas dans le truc, hein, mais il y a des gens qui tolèrent pas. Voilà, c'est comme ça. Le lithium, je sais pas pourquoi elle a arrêté.
souvent, le lithium, au début, le plus fréquent, c'est les tremblements où les gens supportent pas, mais ça se gère. Ça peut être les polyuries où les gens supportent pas, mais ça se gère aussi. Il y a peu d'effets secondaires sous lithium qui ne se gèrent pas. Je dis pas que ça marche à chaque fois, mais il y a peu d'effets secondaires sur lesquels on peut pas proposer d'intervention. Donc moi, j'aurais là, honnêtement, là, c'est une question pour interne, c'est-à-dire que la quétiapine, il faut voir si ça avait bien été correctement fait. Le lithium, il faut voir si ça, qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Et puis après, l'étape d'après, évidemment, c'est la motrigine à ce stade, c'est ça qui va vous, c'est ça que tout le monde va vous proposer. Moi, je ferais de la luminothérapie hivernale, hein, parce que ça sera suffisant ou pas, mais ça coûte pas grand-chose. Enfin, je veux dire, si vous êtes médecin, vous avez les moyens de payer la luminothérapie à votre fille, là, et en hiver, ça peut être une porte d'entrée. Il y a des gens, ils prennent pas de médoc, ils sont pas chauds, machin, puis ils font un peu de luminothérapie, ils sont améliorés à, je sais pas, 40% ou 30 ou 20, et puis ils disent, ah putain, c'est quand même un peu mieux, et ça peut être une entrée comme ça dans les psychotropes aussi, hein. Donc voilà. Là, c'est intéressant parce que la quétiapine peut avoir un effet secondaire de les gens voient tout valser. Parce que quand tu fais une RCT et que tu regardes qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont poursuivi la RCT, c'est très bien. Mais dans ceux qui ont arrêté, il y a peut-être des gens qui disent, bah, le psychiatre, il m'a démoli avec son cacheton, je veux plus en entendre parler. Moi, c'est quasiment quotidien, hein. Quand je demande aux gens, alors tu fais des guidelines, tu dis quétiapine, première ou deuxième intention. Quand tu demandes aux gens s'ils ont eu de la quétiapine, ça peut dépoter, hein. Donc, il y a des gens qu'on perd du parcours de soins parce que la quétiapine shoot trop. Voilà, j'espère que ça aide, mais en fait, on en est encore aux formes relativement résistantes. Je ne sais pas trop ce qu'on entend par là, mais c'est rare d'avoir un traitement médicamenteux qui marche. Boum, hein. Enfin, la majorité des gens atteints de troubles bipolaires, ils ont 3 traitements au plus, si ce n'est 4, si ce n'est 5. Moi, j'en ai quétiapine, lithium, T3, T4, metformine. Moi, j'en ai 5 vrais. Bon, voilà, hein, enfin, la norme, c'est que un ne suffit pas, de façon très claire. Bonjour, je suis actuellement traité pour un trouble anxieux sévère, pas de variation thymique ou de doute de bipolarité, avec de la quétiapine 600 mg LP sur 2 prises, une le matin 300 LP et une le soir 300 LP. Eh ben, ça doit fatiguer. Ça doit fatiguer. Je sais pas si t'as entendu, Clara. Quétiapine 300 le soir et le matin. Ça doit fatiguer. D'y penser, j'ai envie d'aller me coucher. Traitement donné en clinique car je ne supportais pas les antidépresseurs inhibiteurs de la capture de la sérotonine. Il y a quelques S en trop là. C'est pas sélectif, ces trucs. C'est pas sélectif du tout, du tout, du tout. Qui multipliait mes angoisses par 1000. C'est quelqu'un qui angoisse plus sous IRS. Ouais. Je travaille actuellement, mais je suis obligé de faire la sieste car je suis fatigué. Ah ben oui. Oui. Je crois. Et j'ai aussi pris 10 kilos, mais je pense plutôt causé par la pilule. Alors là, ça devrait être facile à décider parce que si la pilule, elle est prise depuis 10 ans et que la quétiapine, elle est prise depuis 2 ans et que les 10 kilos ont été pris sur les 2 dernières années, c'est que c'est pas la pilule. Ou alors c'est l'interaction de la pilule avec la quétiapine. Si les 2 sont mis en même temps, il y a quand même plus de C'est probabilité probablement pour que ce plus la soit la quétia. Alors, il y a toujours des gens qui prennent 1 kilo sous quétia et sous pilule plus quétia, ils en prennent 2. Ça dépend de quelle est la pilule en Ouais. question là. Mais bon, à voir. À voir. Toujours est-il c'est que là, il faut faire quelque chose, hein. Il faut faire quelque chose hier. C'est-à-dire, c'est une catastrophe métabolique majeure là. Pensez-vous que je puisse prendre la quétiapine en une seule prise le soir en écrasant les cachets pour éviter cette fatigue? Et ben là, c'est bien parce que c'est un exemple de euh, pourquoi. Enfin, on peut pas toujours faire de la même façon pour tout le monde. Donc là, si le matin, il y a 300 mg LP et le soir, de tout écraser le soir, ça va faire que ça va se libérer plus vite. Donc là, ça risque de faire bizarre et si jamais vous faites ça, je me mettrai dans le lit, dans le quart d'heure qui suit parce que ça risque de bien taper. La sédation le matin, probablement que la sédation l'après-midi sera moindre, mais la sédation le matin, je ne sais pas vous dire du tout ce qui va se passer. Et si jamais il devait y avoir un switch qui se ferait comme ça, moi, je garderais celui du soir en LP et j'aurais fait celui du matin et j'aurais fait le changement petit à petit, 50 mg par 50 mg, où vous les prenez
50 le matin, vous faites 250 le matin, et puis le soir, vous faites 300 et un de 50 écrasé. Je dis pas qu'il faut faire ça dans votre cas, mais si j'avais un patient qui faisait ça, moi, j'aurais commencé à faire ça plus doucement que ce dont vous parlez là. Alors après, faut faire ça avec un médecin, hein, parce que, Mmh. hem, mine de rien, ça peut plus ou moins bien se passer. Il y a aussi un scénario où vous vous levez et en fait, vous vous levez au milieu de la nuit et vous êtes complètement, décalqué parce que vous avez toute la kétiapine dans la tronche, en forme immédiate au milieu de la nuit et vous tombez et moi je veux pas du tout être responsable de ça. Donc là, je me ferai accompagner d'un médecin, mais sur le plan théorique, si vraiment, il fallait faire quelque chose, j'aurais essayé de le faire petit à petit. Donc écrasez pas tout d'un coup, le soir là. Si enfin, là, c'est intéressant la question parce que si jamais tu la prends à jeun, comme c'est écrit, c'est plus LP, donc tu en as pas du tout envie. Mmh. Et si tu la prends pendant le repas, c'est plus libération immédiate, donc tu as Mmh. envie, mais tu en absorbes un peu plus. Donc l'un dans l'autre, je sais pas comment tu fais, mais tout ça pour dire à nos collègues là que tu peux aussi jouer sur le fait que ce soit pris à distance ou pas le repas. Voilà. Vous parlez souvent des hormones thyroïdiennes pour la dépression résistante. Ah ouais, je n'ai jamais eu l'occasion de voir comment on la prescrivait au cours de ma pratique. Et ouais, pourtant c'est deuxième, non, c'est troisième intention. Non, 2e, je crois. Troisième, non, deuxième c'est le Prami dans la C'est pas Calmate. l'inverse? Ah, je Parce que moi, crois j'avais pas. Ah, retenu que c'était ah ouais, c'était l'inverse, ouais. l'inverse. Putain, t'as une meilleure cervelle que moi. Eh ben, c'est deuxième intention de la Calmate. Alors ça, oh, je te jure. J'ai vu ça, Bah, je vais vérifier, j'ai mais vu ça, j'ai fait péter le champagne. Alors, concrètement, comment la prescrivez-vous? Eh ben, vas-y, je regarde. non, c'est la version à jour de la Calmate, donc c'est 2023. Et ben, moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense qu'il faut soit que vous achetiez le bouquin de comment il s'appelle? Thomas Kelly, qui est alors Ah oui, Kelly. il y a Mmh. Boer et il y a Kelly qui prescrivent du Sinomel et du Levothyrox à toutes les sauces. Soit, que vous vous abonniez au Substack que je fais parce que en fait, c'est une question qui revient souvent et qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, les conflits d'intérêts dans la Calmate. Ouais. Ouais, ouais, donc la Calmate, c'est des guidelines, pour les troubles, psychiatriques au Canada. Le problème, c'est que c'est un peu les experts qui écrivent ça, qui ont des conflits d'intérêts, qui est peut-être plus long que le papier en lui-même. Mmh. Néanmoins, sur le lévothyrox, c'est la triiodothyronine là, la tétra et ben, on sait que, il y a zéro pognon à se faire. Donc il y a pas de compte. Donc tu peux avoir tous les conflits d'intérêts du monde, il y a pas de labo qui te paye pour te donner, t'inciter à prescrire les hormones thyroïdiennes. Et donc en fait là, les hormones thyroïdiennes, c'est aussi dur que le lithium à prescrire. Donc est-ce que je donne la T3? Est-ce que je donne la T4? Est-ce que je le fais à jeun? Est-ce que les gens sous lithium, je donne de la T3 ou de la T4 à l'ECG? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je fais la TSH ou pas? À partir de quel moment je m'alerte pour la TSH? Est-ce que je veux freiner la TSH? Est-ce que je veux supprimer la TSH? C'est quoi la différence entre une hyperthyrosidémie, une intoxication? Enfin voilà, c'est compliqué de chez compliqué. Donc je pourrais pas vous faire un topo là. Heu on le fera sur le Substack et je ferai une formation carrément parce que je vais pas m'emmerder. Mais c'est compliqué. Il faut savoir prescrire les hormones thyroïdiennes. C'est inéluctable, enfin, c'est indispensable. T'imagines, mais moi, je le je le dis aux patients: «Écoutez, vous préférez un truc qui a autant de chances que de vous aider que de vous faire perdre du poids ou de vous sédater? Ou est-ce qu'on préfère quelque chose de neutre sur le poids et qui n'endort pas?» Les gens, ils répondent: «Je veux bien essayer, la deuxième option», hein, tout le monde, tout le monde. Pourriez-vous nous expliquer les mécanismes d'action du pramipexole et dans quel type de dépression peut-on l'utiliser? Existe-t-il une contre-indication avec le méthylphénidate? Eh ben, c'est une bonne question. Le pramipexole, c'est un agoniste dopaminergique sur les récepteurs D2 et D3, plus particulièrement les récepteurs D3. Ça, c'est le mécanisme d'action supposé. C'est le mécanisme d'action supposé. On n'est pas sûr du tout que ce soit ça, on n'est pas sûr du tout que ce soit que ça, et ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et c'est pas le mécanisme d'action, ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans les neurones quand ils parlent entre eux, qu'on donne du pramipexole? Ce qui se passe dans les cellules qui reçoivent ce signal dopaminergique, on n'en a pas la moindre foutue idée. Et vu que c'est un agoniste,
Les agonistes à 80%, c'est pas les mêmes que les agonistes à 20%. L'agonisme partiel est beaucoup moins binaire que l'antagonisme, ou t'as pas. Donc en fait, c'est une complexité qui va un peu vous agacer et en plus, bon, on maîtrise pas du tout, quoi. Dans quel type de dépression peut-on l'utiliser? Eh ben, dans n'importe quelle dépression, donc ça, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a une contre-indication avec le méthylphénidate? Alors, il y a pas de contre-indication formelle. Le mécanisme, il y a peut-être une certaine redondance. Néanmoins, le méthylphénidate, il est dopaminergique aussi. Il n'est pas dopaminergique de la même façon, parce qu'il va inhiber la capture de la dopamine. Il va inhiber la capture de la dopamine à des endroits qui nous intéressent, notamment au niveau cortical, et c'est plutôt les récepteurs D1 qui sont à l'origine de l'amélioration cognitive, quand on prescrit ça chez les gens atteints de TDAH. Il y a probablement une certaine redondance, mais parce que c'est un peu emmerdant sur le plan conceptuel d'avoir un agoniste qui va aller se lier directement au récepteur et d'inhiber la capture de la dopamine parce qu'il va y avoir une compétition entre la dopamine et l'agoniste, à savoir le pramipexole. Donc là, on peut se payer un trip complet, hein, en se disant: «Ouais, mais l'affinité pour la dopamine endogène n'est pas la même que pour le prami, donc le prami va se lier préférentiellement, mais le prami, c'est plutôt les récepteurs D2, D3, alors que là, c'est les D1 et regarder les différentes constantes d'inhibition. Bon, là, c'est du bricolage, hein. C'est du bricolage. Il y a pas de contre-indication. Peut-être qu'il y a une for il y a une enfin, il y a une certaine redondance conceptuelle. Est-ce que ça doit, modifier l'arbre décisionnel? Bah, ça dépend un peu de la situation clinique. Là, moi, j'en sais pas plus, mais il y a pas de contre-indication pour répondre à la question. La chirurgie bariatrique type bypass peut-elle entraîner un phénomène de malabsorption des psychotropes comme les antidépresseurs ou régulateurs d'humeur? Alors oui, de façon très claire. Notamment sur le lithium. J'ai pas toujours fait ça, moi, c'est marrant, je sais pas trop pourquoi. Où les lithémies doivent être franchement baissées, rapidement ou Mmh. même avant l'opération et réévaluées au fur et à mesure parce que ça va augmenter les lithémies, le pourcentage de lithium vont augmenter et puis après se normaliser. Ça dépend des psychotropes. Sur le lithium, c'est un grand classique. Les formes LP risquent de ne pas être absorbées du tout de la même façon quand il y a un bypass. Du coup, effectivement, moi personnellement, je dose les psychotropes avant, après, pendant et il y en a où il y a des recommandations, pas arbitraires, hein, c'est pas des recommandations picot. C'est, parce qu'on a plein de patients qui ont un surdosage après l'opération, comme le lithium où effectivement, il faut savoir un petit peu anticiper. C'est une partie passionnante de la pharmaco, hein, toute la partie absorption et cetera là, donc tout le monde parle des cytochromes, mais en fait la partie absorption, alors sur la pop générale n'a peut-être pas d'intérêt, mais chez les patients, c'est bien de connaître un peu ça. Je sais pas ce que tu regardes? Mais j'essaie de retrouver la reco de la Calmate, mais pour l'instant, j'ai que des trucs sur les Bah, antidépresseurs. tape Sinomel, hein, tape, Prami, non chercher. Alors, bonjour. En complément d'une thérapie, y a-t-il des traitements médicamenteux à privilégier pour une dépression sévère avec une forte composante d'anxiété sociale? Bah, oui. Enfin, ça dépend de si la thérapie marche ou pas, depuis combien de temps elle a été faite. Mais la psychothérapie, enfin moi tel que je le vois en tout cas, hein, c'est comme un traitement, hein. 2, 3, 4 doses et puis s'il y a 0 amélioration, on en rediscute, hein. Donc c'est quoi? Eh bien, Swordline. Ouais, pramipexole 3e intention et triiodothyronine là, Ah oui. en 2e intention. Bon, ouais, le guideline, on s'en tape, hein. Le guideline, met première intention, aripiprazole et brexpiprazole. Tu sais que les C'est mecs, pour ils les traitements, adjuvant de l'épisode adjuvants. dépressif, tu sais que les gars, ils ont touché un peu, hein, quand tu mets le Mmh. brexpiprazole en 2e intention, laisse tomber en 1re intention, laisse tomber. Hem, bah, donc oui, la thérapie, bah, si ça suffit pas, il faut prendre des médocs, hein. Enfin, moi, enfin, voilà. Je sais pas si ça répond à votre question ou pas. Je suis actuellement sous fluoxétine 20 milligrammes plus thérapie. Je tolère bien le traitement et il réduit actuellement les symptômes dépressifs pour que j'arrive à sortir la tête de l'eau. Eh ben, c'est bien. Pensez-vous qu'il puisse avoir un bénéfice à changer d'antidépresseur, faire un IRS, IRSNA ou autre, type sertraline, escitalopram, venlafaxine ou autre? Je ne mets pas la paroxétine, je sais ce que vous en pensez. Eh ben, nickel. Ah, c'est bien. On va pouvoir commencer à sortir des t-shirts.
qui ont une mention explicite sur le Vidal quant au traitement de l'anxiété sociale. Alors là, contrairement à la fluoxétine. Alors là, vous pouvez jeter le Vidal. Oui. En psychiatrie, vous pouvez jeter le Vidal. Ça ne sert à rien de le lire. Ça ne sert à rien de le lire. Est-ce que cette mention est à prendre au sérieux? À Mmh. savoir, est-ce que le fait que la fluoxétine n'est pas mentionnée dans le Vidal sur l'anxiété sociale, est-ce que c'est sérieux? Non, c'est financier uniquement. Enfin, le Vidal, c'est uniquement est-ce que le labo a fait une étude dessus ou pas. C'est que Globalement, les ça. IRS, c'est troubles Ils se anxieux, hein. valent Ils se tous, valent les tous. IRS se valent tous sur la phobie sociale. C'est kiff, kiff, Mmh. pour les asticots. Alors après, il y a des gens qui vont répondre plus ou moins bien à d'autres. Les effets secondaires sont pas forcément les mêmes. La paroxétine, par exemple, est en fait, une saloperie. Je sais que vous le savez. Mmh. Mais voilà, enfin, quand on dit le Vidal, c'est pas pour faire du buzz, hein, franchement. En fait, moi, pourquoi je dis que le Vidal est à chier? Parce que le Vidal réduit la qualité des soins qu'on peut avoir et ça me concerne en tant que patient. C'est pas une façon de faire du buzz ou des vues ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à chier, quoi. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Ouais, moi, alors la question, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice à changer Ah d'antidépresseur vers oui, un autre IRS ou IRSNA? Moi, c'est vrai que j'ai tendance à en essayer 2 si c'est un défaut d'efficacité uniquement. S'il y a une bonne tolérance, mais un défaut d'efficacité, j'en essaye 2 qui ont des actions bien, différentes dans le meilleur enfin, si je peux, genre, fluoxétine et sertraline et après je passe à autre chose, quoi. après, la Mais ça, question c'est de... ma conduite à tenir et C'est ça. elle est pas, officielle ou quoi que ce Non, mais soit. là, la question est qu'est-ce qu'on fait de la dose? Est-ce qu'on essaye 30? Est-ce Oui, qu'on en essaye plus, oui, il y a ça. 40? À partir de quand on change? Quel type de réponse j'ai eu? Parce que si j'ai eu, je sais pas, 30% de réponse sur une échelle, est-ce que ça vaut le coup de changer? Quand est-ce qu'on change? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut faire 2 semaines ou 10 semaines? Est-ce que vu que c'est la fluoxétine, la demi-vie est plus longue, donc ça s'accumule plus, donc la dose va augmenter, donc est-ce qu'on attend un peu plus longtemps? Bah, c'est compliqué, hein. Ouais. Voilà. J'espère qu'on a rendu la question plus compliquée, qu'elle était à la base. Et Mais en du tout cas, coup, enfin, c'est pas déconnant forcément d'en essayer dans en espère plusieurs. d'autres. Un Non, autre, en tout non, cas. non, non, ne serait-ce que pour voir si ça marche pas un peu mieux, hein. Bah, c'est ça. Alors des fois, tu fais ça et c'est une cata, tu reviens en arrière, mais bon, tu es Oui, fixé. voilà. La fluoxétine, de faire le switch vers autre chose, ça se fait facile. Est-ce que la fluoxétine aurait pu prétendre à la même indication, mais n'a jamais été présentée par le labo comme répondant à cette indication à l'époque? C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que j'ai lu la méta-analyse de Cipriani de 2018? Que pensez-vous de cette méta-analyse et est-ce que les résultats influencent votre pratique clinique? Et si oui, sur quels aspects? Alors, celle-là, moi, c'est pour moi. C'est mon petit truc. Alors, attends, je sais pas laquelle c'est de 2018. 21 traitements antidépresseurs, voilà. Alors, Cipriani, il fait de la méta-analyse sévère. C'est la méta-analyse de tous les côtés. Des fois, il fait des méta-analyses en présentant les effets de taille relatifs. Donc, tu as un risque relatif, haute ratio, de t'améliorer avec le traitement antidépresseur par rapport au placebo. Et donc là, tu fais, waouh, tu as 2 fois plus de chances, bah, ça avance pas mal. Des fois, 3 ans après, il te refait la même méta-analyse, mais il rajoute 2, 3 trucs, il enlève toi, il fait sa petite sauce, et paf, tu as les effets absolus, donc tu as les effets de taille, 0,3, 0,26, bon, pas ouf. Et il y a des espèces de petites mises à jour méta-analyses comme ça. Je pense que c'est la plaie. Je pense que c'est la misère de la science, ce genre de truc. Je pense que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il y a plus de méta-analyses que d'études, à force. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, C'est-à-dire que le problème de la méta-analyse, c'est que c'est un truc qui a été créé pour créer une entité scientifique sûre, large, et ce que vous voulez, mais en fait, ça a été complètement c'est dévoyé. pas grave. C'est pas grave. Je peux choisir quelle étude je fais sortir, je rentre, d'autres lesquelles je sorte. Et en fait, parce que les gens veulent des réponses simples. C'est Il y a ça. personne qui va aller se tarter les 60 études, une par une, et dire: «Ouh là, ces patients-là, on leur avait enlevé une jambe avant de mettre l'antidépresseur, donc ça marche moins bien. Ouh là, ces patients-là, dès qu'ils avaient des idées suicidaires, on les avait virés, donc ça ne me ressemble pas du tout à mes patients». Enfin, il y a personne qui veut faire ça. Donc qu'est-ce que fait Cypriani? Il arrive, il te fait un espèce de petit mélange et du coup, c'est comme si tu avais des tomates juteuses, nickel, qui n'ont pas besoin d'être méta-analysées. Si tu as une RCT où ça marche mieux que l'autre et que l'étude est bien faite, tu as pas besoin de méta-analyser ça, c'est bon, tu vois? Mmh. Ou si tu as une belle tomate, tu as pas besoin d'aller
la mélanger avec d'autres tomates pourries pour après dire: «Oh, en moyenne, c'est moyen». Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc c'est avec les antidépresseurs, c'est avec tout le reste, il y a pas besoin de faire 36 méta-analyses non-stop et quand tu fais une network méta-analyse, là, c'est vraiment la chienlit. Là, c'est le summum de la chienlit, c'est-à-dire que tu te dis et ça, c'est de Camille, hein, tu te dis: «Le PSG a battu Madrid et Madrid a perdu contre Toulouse» et du coup, tu te dis: «Le PSG a gagné contre Toulouse», même s'ils ont jamais joué l'un contre l'autre, hein, 3-2. Voilà et puis C'est un après peu ce qu'ils ont fait pour le Brin Phoenix. Alors, ils ont pas oui, oui, appelé ça oui, comme oui. ça, mais Ouais, 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 non et puis après tu voilà, tu fais ça et après tu te payes un kiff, tu te fais la liste du haut vers le bas avec celui qui marche le mieux, avec des intervalles de confiance qui se recoupent tous et tu dis: «Voilà, bah, je présente ça» et du coup tout le monde derrière dit: «Oui, bon, ben, voilà, l'amyltryptyline marche mieux». Alors c'est jamais les mêmes résultats parce qu'effectivement il y a pas de résultat sérieux sur ça, et je pense que ça sert à rien. Je pense que cette étude, elle sert à que dalle. Donc ça influence ma pratique clinique parce que, maintenant quand je vois Cipriani, je grince direct des dents et si oui, sur quels aspects? Bah, j'aurais bien aimé moi pouvoir faire de la science un petit peu aussi, mais de la science qui sert, tu vois? Pas genre de la méta-analyse qui sert à que dalle. Mais bon, il faut avoir des potes, pour faire ça, donc je peux pas. Alors, est-ce que les hallucinations sont un critère de sévérité dans la dépression ou les troubles anxieux? Eh ben, je sais pas ce qu'on appelle critère de sévérité, et je sais pas ce qu'on appelle hallucination. Est-ce que on dit que c'est quelque chose qui est ancré et persistant et qui est tout le temps là? Est-ce que c'est lors des états de stress, aigus, pas au sens du DSM-5 du terme, mais est-ce que lorsque je fais une attaque de panique, j'ai des hallucinations? Est-ce que, quand, je sais pas moi, mon trouble anxieux généralisé et que je finis par trop ruminer, est-ce que j'ai des hallucinations? Est-ce que c'est tout le temps? Je sais pas trop vous dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un problématique psychotique, à savoir des hallucinations un peu persistantes, telles qu'on les conçoit, hein, ça peut aussi, rien avoir, mais un peu persistantes, probablement que ça péjore un peu le pronostic du trouble anxieux. Dans la dépression, est-ce qu'on parle de dépression bipolaire parce que c'est 25 des patients atteints de dépression bipolaire qui vont être psychotiques? Est-ce qu'on parle de délire ou d'hallucination? Si on parle d'hallucination, est-ce qu'on parle de ça quand il y a une carence de sommeil ou quand il y a un autre stress environnemental au sens neurobiologique du terme? Ben, en fait, c'est compliqué et quand on dit: «Est-ce que c'est un critère de sévérité?» Est-ce qu'on parle d'absence ça va Mmh, agir de façon péjorative sur la réponse au traitement? Est-ce que ça va agir de façon péjorative sur le côté résiduel de la maladie une fois que ça va mieux? Est-ce que c'est un critère sur la rechute? Est-ce que c'est un critère péjoratif parce que de toute façon, plus il y a d'éléments, de psychopatho, moins c'est bon? Enfin, donc moins vous avez de symptômes, mieux c'est, en moyenne. Mais de là à dire que c'est un critère de sévérité identifié, je suis pas sûr. C'est surtout les hallucinations telles que vous le décrivez là, je suis pas sûr d'avoir de papier qui a groupé le terme hallucination et qui les comparait dans les troubles anxieux ou dépressifs par rapport à quelqu'un qui les avait pas. J'ai pas les données sur ça. Moi, je vous aurais dit à la louche comme ça: «Oui», mais c'est un poil, trop imprécis pour qu'on Mmh. je sais pas ce que tu en penses? Hem, Mais Ça dépend ce qu'on appelle un critère de sévérité bah, déjà. c'est ça, enfin, tu vois, je Est-ce que c'est un sévérité dans le sens de résistance au traitement? Est-ce que c'est dans ah, le c'est ce que sens je de viens de dire là. pronostic? Ouais, c'est pardon, j'ai C'est pas tu écouté, pas j'étais en train écouté? de faire autre chose en Ouais, même temps. c'est donc là, donc hallucination, faut le définir mieux. Sévérité, faut le définir mieux. Mmh. Dépression, ça veut pas dire grand chose non plus et troubles anxieux, il y en a, je sais pas combien dans le DSM à force. Puis en plus, on n'est pas Donc vraiment pas sur les mêmes entités, parce que les hallucinations dans la dépression, ça va rapporter plutôt à des dépressions, du spectre du trouble de l'humeur, un bah, ou peu pas, sévères. après si tu as ouais, c'est oui, oui, il y a plusieurs. Bah, ouais, c'est ça, ou du trouble psychotique, tandis que les hallucinations dans le trouble anxieux, on est peut-être plus sur des trucs de dissociation Bah, je sais ou pas, tu vois, je sais troubles pas, c'est perso, pas enfin, assez précis. c'est 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 pas assez c'est c'est précis. un peu trop flou. J'ai pas la réponse à cette question parce qu'elle est, je pense, pas assez précise. Parce que, bah, ça va pas. Voilà. Tu as un truc à dire ou pas? Sinon moi je vais me coucher. Non, va te Allez, coucher. bonne nuit.